Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes à la Génération Multivers 2024. Je suis prof de l'association L'Antre Otaquiz et je vais avoir l'occasion aujourd'hui de vous présenter une petite conférence intitulée « Comment préparer son premier voyage au Japon ». Alors, pour la petite histoire, il se trouve que j'ai moi-même été au Japon, plus précisément à Tokyo pendant 3 semaines avec un ami. Et j'ai un peu envie aujourd'hui de vous faire un retour d'expérience, les bons plans, les bonnes astuces, les choses à éviter, les choses à ne pas manquer. Et à savoir également qu'avec mon ami, donc c'était tous les deux la première fois qu'on allait sur l'archipel du Soleil Levant. Et on avait comme mission, on s'est donné comme défi de se dire qu'on n'allait absolument pas faire un voyage organisé, on allait tout faire par nous-mêmes. Ce qui au final n'était pas si compliqué, il faut juste savoir comment faire. La première étape, c'est le vol. Oui, en effet, je vous apprends rien. Pour partir au Japon, c'est mieux de prendre l'avion qu'un vélo. Alors, hop, les périodes tout d'abord. Il y a plusieurs choses à savoir sur les périodes. Attention à la météo. Il faut savoir que l'été japonais est très très chaud et l'hiver est très très froid et très sec. Et tout de suite après le printemps, on tombe dans la saison des pluies. Le printemps est très demandé parce que la floraison des cerisiers est une période qui est pas du tout connue et qui est vraiment idyllique quand on veut partir au voyage. C'est l'automne, plus précisément fin septembre, toute la période d'octobre et tout début novembre. On a une météo vraiment parfaite, on a très peu de touristes. Et alors, si vous avez peur de manquer la floraison des cerisiers, il faut savoir que de toute façon, c'est déjà pris d'assaut par les Japonais eux-mêmes. Donc, ce sera très compliqué de trouver une place. Là où, en automne, justement, on a également la floraison d'autres types d'arbres qui sont tout aussi beaux que les cerisiers. Donc, vous pouvez avoir quand même des destinations très bucoliques. Vient ensuite l'agence de voyage. On a longuement cherché et il se trouve que à force de comparer les retours des gens, il y a 2 noms qui reviennent souvent, Japan Airlines et ANA Airlines, qui sont des compagnies aériennes qu'on peut qualifier de vraiment parfaites. On avait vraiment voulu un vol direct, puisqu'il faut savoir qu'on peut trouver des vols pas chers avec des correspondances. C'est vraiment à éviter, parce que déjà, un vol direct, c'est 14 heures de vol. Donc si vous commencez à rajouter des escales et que de toute façon ce ne sera pas une ligne droite, ce sera forcément plus long. Et il faut savoir, n'importe qui travaille dans un aéroport vous dira, les intervalles entre 2 vols, les correspondances, c'est le meilleur moyen pour perdre les bagages. Puisque tout simplement, les bagagistes n'ont pas le temps de mettre correctement les bagages d'un avion à l'autre. Donc il y en a forcément qui tombent, il y en a forcément qui se perdent. Je déconseille également Air France, qui n'a pas une très bonne réputation pour les vols entre la France et le Japon. Et je déconseille également toutes les compagnies low cost. En effet, elles sont moins chères, mais croyez-moi, c'est important d'être bien installé pendant 14 heures de vol au Japon. Et en parlant de bien installé, il faut savoir qu'en classe économique à la Japan Airlines, vous avez votre petit coin, rien qu'à vous, un écran avec des films qui sont actuellement au cinéma en France, puisqu'il n'y a pas la loi de la chronologie des médias là-bas. Là où en France, un film, quand il sort au cinéma, il faut attendre un certain temps pour qu'il sorte en DVD et en VOD. Au Japon, c'est pas le cas. Et c'est comme ça que j'ai pu voir le dernier Pixar sur ma petite télé perso en plein vol, pendant que les gens voyaient au cinéma. On a également des très bons plateaux repas assez qualitatifs quand on considère que c'est un aéroport. Et à chaque repas ou chaque petit déjeuner, on peut choisir soit le menu français, soit le menu japonais. Et évidemment, j'ai choisi le menu japonais. Une autre chose à savoir dans la Japan Airlines, c'est que en classe économique, des bagages sont inclus. C'est-à-dire que sans rien payer de plus, vous avez 2 bagages en soute qui peuvent peser jusqu'à 23 kg chacun, plus un bagage cabine qui peut peser jusqu'à 10 kg, plus un bagage à main que vous pouvez garder avec vous. Je conseille également de prendre des photos de ces bagages juste avant, au cas où ils sont perdus. Ça peut vraiment aider le personnel à les retrouver. Et parce que je suis également un peu une sorte de tordu de la vie, hop, non c'était avant, non, c'était juste avant, hop, voilà,
J'avais aussi fait des petites étiquettes avec ma photo et toutes les infos pour me retrouver. Ça aussi, il suffit que le bagage traîne à l'aéroport, ça peut aider n'importe qui à vite vous identifier. En moyenne, un vol direct pour Tokyo, dans ces bonnes conditions-là, aller-retour, on est à 1 400 €. En vous y prenant un peu à l'avance, voire même très à l'avance, vous pouvez en trouver pour 1 000 €. L'hébergement ensuite, il faut bien dormir. Alors, une chose à bien comprendre, c'est qu'il faut avant tout privilégier l'emplacement. Les économies que vous voulez faire en disant « je vais prendre un hôtel un peu à l'autre bout de Tokyo », vous allez les perdre en transport en commun tous les jours, parce que, faut pas se mentir, les transports en commun japonais sont très qualitatifs, mais plus chers qu'en France. Donc, au final, l'un dans l'autre, il vaut mieux se dire qu'à peine descendu de l'hôtel, on a tout ce qu'il faut à notre disposition. Moi et mon ami, on avait choisi un hôtel en plein centre de Tokyo. Du coup, on n'a quasiment pas pris le bus. Enfin, non, on n'a pas pris le bus, on a pris 1 ou 2 fois le métro. Et l'un dans l'autre, on a fait le calcul, c'est parfaitement équivalent. Les capsules hôtels ne sont pas une solution pour l'intégralité d'un séjour. On connaît tous les fameux capsules hôtels. Voilà, c'est rigolo, on est dans une petite boîte, on a juste un matelas, c'est ultra minimaliste. Alors c'est une très bonne expérience à faire pour une nuit. Si vous voulez partir 2 semaines ou comme nous 3 semaines, au bout d'un moment vous direz ouais, c'est quand même bien un vrai lit en vrai. Surtout que en pratique, vous aurez juste un petit casier pour mettre toutes vos affaires. Si vous avez des valises, etc., c'est juste pas possible. Et de même qu'il y a une autre alternative encore plus low cost que les capsules hôtels, c'est les cybercafés. Il y a beaucoup de cybercafés à Tokyo, ouverts 7 jours sur 7, 24 jours sur 24. Et généralement, les Tokyoïtes qui ont vraiment pas d'argent se payent un petit box et ils dorment dedans. Mais c'est-à-dire, on dort sur une chaise de bureau. C'est une expérience à vivre, vraiment, parce que c'est une ambiance incroyable dans le truc. C'est beaucoup de travailleurs précaires du Japon qui se retrouvent. Alors du coup, il n'y a pas de bruit parce que tout le monde sait qu'ils savent dormir. Il y a quelques joueurs généralement de MMO, mais qui font pas trop de bruit parce qu'ils sont respectueux. C'est des complexes gigantesques, des pictocubes comme dans Matrix. On peut y dormir une fois pour l'expérience, mais pas pendant tout un séjour. Et du coup, évitez également les Airbnb. Parce que par rapport à un hôtel, il faut savoir que les Airbnb à Tokyo ont pris un sacré prix. Il faut faire le ménage et ne vous attendez pas à revoir votre caution. Puisque les Japonais ont un niveau très élevé de ce qu'ils attendent au niveau de la propreté quand on rend un appartement. Et généralement, même si ça coûte 10 balles de remplacer un truc, ils vont garder tout. Donc le Airbnb, c'est pas une solution économique et c'est pas une solution pratique. Alors, on peut trouver des hôtels sympas en plein cœur de Tokyo. Par exemple, avec mon ami, on avait l'hôtel Risvaglio Akasaka, qui est vraiment en plein milieu. Avec le recul, il était peut-être une gamme au-dessus. Donc c'était vraiment un très très bel hôtel. Mais si on cherche juste un truc pour dormir, en vrai, on peut trouver des trucs moins chers. Mais là, on était sur 1 400 € pour 3 semaines avec une chambre 2 places. Donc si vous partez en couple avec un ami, vous divisez par 2 et en vrai ça vaut le coup. Et avec tout ce qu'il fallait dans la chambre, une très belle salle de bain, un petit espace si on voulait réchauffer du thé, un petit frigo, un petit espace cuisine. Alors, quoi préparer? Une assurance, mesdames et messieurs, ça c'est important. Je vais vous montrer. Je conseille vivement l'assurance Shapka, qui coûte pas très cher, dans les 110 €. Vous aurez imprimé ici une petite carte que j'avais plastifiée pour l'occasion avec un numéro d'urgence. S'il y a le moindre problème, vous pouvez être rapatrié, vous pouvez être ramené au consulat français. Si vous avez un problème de santé, vous avez un accès automatique en téléconsultation avec un médecin francophone qui peut faire des ordonnances valables au Japon. Si vous avez des problèmes avec votre vol ou avec votre hôtel, vous pouvez être remboursé via cette assurance. Si l'hôtel, il y a un décalage, on ne sait quoi, ou alors si vous décidez de ne pas prendre un vol direct, que le premier vol a du retard et du coup vous ratez le second, si c'est pas votre faute, Shapka, il vous rembourse à 100%. Et si jamais c'est votre faute, si jamais vous dites ah bah je me suis pas réveillé donc j'ai raté mon avion, même là vous pouvez être remboursé un certain pourcentage. Et de même que si vous êtes malade, que vous ne pouvez pas partir au Japon, ça vous est remboursé. Donc l'assurance, pour ce que ça coûte par rapport à l'ensemble du budget, c'est pas inutile de la prendre. Chose à savoir également, on n'a plus besoin de visa pour partir au Japon. Depuis relativement récemment,
pour tous les séjours inférieurs à 90 jours, on peut y aller juste avec le passeport. Pas besoin de se préenregistrer. Les papiers importants, donc photocopie des passeports, réservation d'hôtel, les plans, les ordonnances, ce genre de choses. Je conseille vraiment d'en avoir une version papier. Moi, j'avais ici un petit classeur avec des intercalaires transparents et tout était plié en deux. Donc réservation d'avion, toutes les infos importantes, pour l'hôtel, les ordonnances, la carte de l'assurance par exemple, c'était dans mon sac. Et aussi une version virtuelle sur Google Drive, ça mange pas de pain. L'argent, alors, c'est important d'en avoir avant. Il faut savoir que le Japon, c'est les deux extrêmes. Soit ils payent tout en liquide, soit ils ont des applications à eux que nous on n'a pas. Mais il n'y a pas tant que ça de commerce au Japon qui accepte la carte bleue. Donc, vous pouvez retirer de l'argent sur place avec votre carte bleue dans des distributeurs, mais vous allez forcément payer une taxe. Donc, ce qui est pratique, c'est de retirer de l'argent en amont dans les bureaux de change. Là, encore une fois, j'avais comparé les différents. Et Money Trans et ceux qui appliquent les charges les moins élevées, aux alentours de 10%. Et je déconseille vraiment le comptoir national de change qui ont des taux beaucoup plus élevés. Et ne surtout pas aller dans les bureaux de change des aéroports. Eux, ils appliquent des tarifs démentiels. Qu'est-ce qu'il faut préparer concrètement? Eh bien, une banque en ligne. Nous, on a utilisé Revolut, mais il y a plein d'équivalents. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des cartes bleues virtuelles valables sur le téléphone. À Tokyo, on peut relativement trouver des endroits qui acceptent les cartes bleues, donc ça passe encore. Surtout qu'on n'a pas de frais sur les achats à l'étranger à partir d'un certain montant, et c'est un peu plus de 1000 €, donc c'est quand même honnête. De même qu'on n'a pas de frais pour tout ce qui est retrait de distributeurs au-dessus de 300 € par mois. Donc ça peut valoir le coup, surtout si vous partez pendant 3 semaines par exemple sur 2 mois. Nous c'est ce qu'on a fait. Le premier mois on a retiré 300 €. Le deuxième mois, hop, on a aussi retiré 300 €. Donc on avait 600 € en liquide dans notre poche pour payer ce qu'on voulait, sans frais. De même que Revolut a plusieurs autres avantages, notamment on peut suivre les dépenses en temps réel sur notre application avec le change à l'instant T. Donc je paye avec mon téléphone, je vois en temps réel que j'ai payé tant de yens qui équivalent à tant d'euros qui m'ont été retirés. C'est très pratique pour tenir un budget. Les médicaments, alors, les ordonnances en papier et en virtuel, il faut qu'elles datent de moins d'1 mois pour tout ce qui est médicaments assez important. Et il vaut mieux prendre les petites plaques de médicaments plutôt que de prendre toute la boîte, ça prend moins de place. Et attention, si vous prenez que la petite plaque, les aéroports exigent d'écrire la date de péremption sur les médicaments. Donc si vous avez un médicament très important que vous voulez prendre avec dans l'avion, c'est toujours mieux. Le téléphone, le vider avant, pour les photos et les vidéos, on va en prendre beaucoup. Pensez à prendre le chargeur et pensez à acheter les adaptateurs. N'achetez pas les espèces de gros trucs, adaptateurs universels avec la prise anglaise, la prise américaine, etc. Ça coûte très cher et vous pouvez trouver juste les petits bitonios japonais. Les 3 sur Amazon, ils coûtent aux alentours de 10 €. Et ça marche très bien. Doc important. Les docs vraiment très importants, photocopie des passeports, etc. En plus du Google Drive, prenez des photos comme ça sur votre téléphone. Vous pourrez les retrouver. Et activez la géolocalisation de votre téléphone. Gardez vos mots de passe bien quelque part. Si jamais vous perdez votre téléphone, avec celui du copain, vous pourrez le retrouver. C'est un petit truc à setup. Tous les iPhones, tous les Android les font. Et c'est mieux de le faire en amont et de ne pas l'utiliser que de dire merde, ça m'aurait pris 2 secondes et ça aurait été mieux. Et aussi, pour Google Maps, si jamais vous vous retrouvez dans un coin où il n'y a pas Internet, vous pouvez télécharger en mode hors ligne la carte du Japon. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas Internet, vous ouvrez Google Maps et vous savez où vous êtes. Et vous pouvez vous guider. Ça pèse pas très lourd. Et encore une fois, sachant que nous on partait que à Tokyo, on a juste téléchargé la carte de Tokyo. C'était un peu moins d'1 giga. Et pas besoin, nous on a fait l'erreur, pas besoin de prendre de batterie externe. Il y a des points de recharge absolument partout au Japon. Et si vraiment vous n'en trouvez pas, vous avez encore plus des espèces comme là, il y a sur la photo,
des bornes où on paye quelques centaines de yens, donc ça fait dans les 3 euros, pour recharger son téléphone. C'est un peu comme les Vélib, on en prend un, on recharge son téléphone et après on la redépose ailleurs. Donc la batterie externe, ça prend la place dans le sac, alors qu'on préférait ramener des mangas et des figurines. Internet. Pour avoir Internet au Japon, il y a plusieurs solutions. Je recommande vraiment les Pocket Wi-Fi, donc c'est des petits boîtiers qu'on réserve à l'avance, généralement 1 mois à l'avance, et qu'on vient récupérer directement à l'aéroport. Nous, on a pris Ninja Wi-Fi, parce que globalement, c'était un peu les moins chers, même si c'est le prix un peu partout. Et vous êtes sûr d'avoir Internet en haut débit où que vous soyez, avec un certain nombre de gigas. Pensez, quand vous êtes à l'hôtel, à switcher sur le Wi-Fi de l'hôtel, c'est toujours mieux. Y a des équivalents, typiquement les cartes SIM virtuelles. Je ne recommande pas trop parce qu'au final, c'est assez schmilblick à setup. Et le rapport nombre de gigas prix est pas forcément avantageux. Là où Pocket Wi-Fi, on va à l'aéroport, il y a un petit stand avec écrit Ninja Wi-Fi, on donne notre numéro, on récupère notre truc, et à la fin du séjour, on le redépose dans une petite boîte aux lettres, et c'est bon. Un bon sac à dos, c'est important, parce que Tokyo, ça a beau être urbain, vous allez marcher. Donc vous allez à Decathlon, vous prenez un bon Quechua, et comme vous pouvez voir sur la photo, j'ai collé le petit drapeau français. C'est pas pour rien, c'est pas pour me la péter. Il faut savoir que les Japonais ont beaucoup de touristes américains et ils ne peuvent pas saquer les Américains. À l'inverse, ils adorent les Français parce qu'on est le pays du bon goût, parce qu'on est le pays de la grande cuisine. Donc le truc, c'est que bien souvent, si vous êtes ce qu'on appelle un gaijin, donc c'est-à-dire un occidental, les Japonais risquent d'avoir un a priori avec vous. Alors ils resteront polis, mais ils se vont dire ah c'est peut-être un Américain. Alors que si vous avez le bon gros drapeau français, dès le début, ils ne seront pas à venir vers vous si vous avez un problème et vous n'aurez pas besoin de dire la fameuse phrase Watashi wa Furansujin desu. Je suis français. Au moins, hop, quel drapeau, ça veut tout dire. Les sorties à anticiper. Alors oui, pour tout ce qui est grosses sorties, les musées, etc., prévoir à l'avance, mais je vais avoir l'occasion de revenir après sur vraiment toute la partie préparer les trucs sympas à visiter. Stocker les photos et vidéos sur Google Drive et sur son YouTube perso. Pareil, si on paume son téléphone, au moins on n'a pas paumé ses souvenirs. C'est toujours ça de prix. Quand on rentre le soir à l'hôtel, on met tout dessus. Ah, et les fameuses étiquettes que je disais, on les imprime, on les attache sur ses bagages. On en met aussi dans sa coque de téléphone, coque transparente, où on la colle dessus. Pareil, téléphone par terre. Ah, il appartient à qui? Ah ben, il y a l'adresse de son hôtel juste là, je vais le redéposer. Les Japonais sont très polis, il n'y a aucune criminalité. Si vous perdez quelque chose, vous êtes sûr à 90% de le retrouver, si vous avez pris les bonnes précautions. Ah, et ChatGPT est votre ami. Il n'y a aucun bon traducteur de japonais, si ce n'est ChatGPT. Je le sais, je les ai tous essayés. Donc, typiquement, le lendemain, quand on a dû demander aux réceptionnistes d'hôtel qui ne parlent pas anglais, je vais en parler de la langue, mais les Japonais ne parlent pas anglais. Donc, quand on a dû demander aux réceptionnistes de l'hôtel, est-ce que vous pouvez nous réserver un taxi, s'il vous plaît? On a demandé à ChatGPT, est-ce que tu peux nous écrire un texte qui explique qu'on a besoin d'un taxi de telle heure à telle heure en japonais? Il a fait un très beau texte, le mec a tout compris. Google Traduction, pour parler un petit peu japonais, pour lui demander la même chose, il a demandé au mec s'il avait des vers de terre le mardi. Voilà. Et il avait des vers de terre, parce qu'ils sont très polis, ils sont très avenants. Une fois arrivé, la première chose que vous allez faire, en plus de récupérer votre Pocket Wi-Fi pour avoir Internet, c'est récupérer votre carte Suica. Ça, c'est celle que j'avais au Japon. C'est avec ça que vous pouvez prendre le métro. Ça, c'est un truc qui existe spécifiquement pour les touristes. Payer le métro au Japon, il n'y a rien de plus schmilblick. Il n'y a pas des histoires de tickets comme nous, on va d'une gare à l'autre. Non, on doit précalculer le montant de combien ça va nous coûter en fonction du kilométrage parcouru, le mettre sur notre carte et le payer. Et à savoir que si on se trompe de un seul yen, si on se fait contrôler, c'est une amende. Oui, les Japonais aiment bien qu'on fasse des maths. Mais la carte Suica, c'est ça, carte Passmo, je veux dire. Enfin oui, Suica Passmo. On met de l'argent dessus, un certain 1000, 2000 yens. On badge à l'arrivée, enfin on badge à l'entrée, on badge à la sortie. Ça va automatiquement calculer, ok, t'as fait tant de kilomètres, donc on va te débiter de temps. Il faut juste s'assurer qu'elle soit suffisamment rechargée.
À savoir que n'hésitez pas à en mettre trop de l'argent dessus, parce que même si à la fin il vous en reste, vous pouvez payer dans les commerces avec ça. Dans les combini, vers la fin du séjour, il nous restait 1000 ou 2000 yens, donc ça fait dans les 12 €. Ben, j'ai acheté des goodies, j'ai acheté de la nourriture avec ça. Donc il vaut mieux la charger en trop plutôt que de se retrouver derrière un portique et à ne pas pouvoir payer ce retour. Ne prenez surtout pas El Famoso JR Pass. Le JR Pass, c'est aussi un truc qui existe pour les touristes, mais c'est pour les trains. À la base, le JR Pass, l'idée c'est tu payes ton truc assez cher et tu peux prendre le train pendant ton séjour autant que tu veux. Donc, si je le prends plus de fois que le prix, ben, c'est avantageux. C'était avantageux fut un temps. Maintenant, il y a une grosse montée des prix. Donc concrètement, pour que votre JR Pass soit rentable, vous devez passer tout votre séjour dans le train. Donc, c'est beaucoup moins cher de voyager au prix du ticket. Et comme j'ai dit, calculer le prix, ça peut paraître schmilblick. Il y a plein d'applications et plein de sites internet faits spécifiquement pour nous les étrangers qui ne savons pas compter. On dit voilà, je veux voyager de là à là, ok, donc c'est tant d'yens. C'est mis à jour, on risque pas de se tromper. La langue, comme j'ai dit, personne ne parle japonais. Personne ne parle anglais, je veux dire. Alors, petite anecdote. J'arrive à l'aéroport de Tokyo. Aéroport, hein, donc c'est-à-dire un truc où il y a beaucoup de touristes. Hein. Bon, déjà, aucun personnel de l'aéroport ne pète un mot d'anglais. Et on se dit, bon bah, on a très très faim, on va manger dans le resto qui est juste en face de l'aéroport. Un resto en face de l'aéroport, on se dit, il va y avoir des clients étrangers. Donc on essaye de mettre en place des serveurs qui savent au moins dire 3 mots en anglais. On s'assoit et je ne savais pas si l'eau était incluse, si on avait la carafe d'eau gratuite comme en France. Donc je lui demande en anglais, is water free of charge or did I need to pay for? Le serveur japonais, que je dis ok, on va simplifier, water free, ok. Là ok, je me suis dit bon. Et du coup, je lui demande en japonais, Omizu kudasai, puis-je avoir de l'eau? Et là, il me fait, oh, Omizu, Omizu. Et il va me chercher la carafe d'eau. Mais le mot water, ils ne connaissent pas. Il faut savoir que dans le classement mondial de tous les pays dans leur niveau d'anglais, la France, hein, on est une quarantaine de places au-dessus d'eux. La France parle beaucoup mieux anglais que le Japon. Et donc, concrètement, comment on fait pour se débrouiller au Japon si on ne sait pas parler japonais? Eh bien, ça tombe bien, je vous ai préparé des petites phrases toutes faites, des phrases importantes pour le Japon. Bonjour, c'est le minimum de politesse. Quand on est le matin, on dit Ohayo gozaimasu. On peut aussi juste dire Ohayo, mais c'est un peu moins formel, c'est un peu plus quand on parle à un pote. Quand on est en après-midi, le fameux konnichiwa, on prononce bien le double N, konnichiwa, et on dit wa et chi, c'est d'abord pas konnichiwa, ça veut rien dire, littéralement. Merci. Alors, on va dire domo arigato gozaimasu si on veut être très très poli. Et de façon générale, vous aurez beaucoup plus l'occasion de dire domo que domo arigato. Et de même, dites plutôt domo que arigato. Parce que généralement, quand vous irez dans un commerce à combini, que vous dites voilà, je vais acheter ça, ou que simplement vous le pointez du doigt, c'est la caissière qui va vous donner l'article. Elle va vous dire le fameux dozo, qui veut dire en fait voici. Et l'habitude, la politesse là-bas, c'est de simplement répondre par domo. C'est un peu comme si dans un Super U, quand la caissière vous rend la monnaie, au lieu de dire merci, vous disiez je vous remercie infiniment pour votre grande gratitude. Elle va comprendre la politesse, mais c'est pas trop la coutume. Alors, pardon. Alors, pardon, il y a deux façons de dire pardon. Gomenne ou sumimasen. Les deux sont différents. Celui que j'espère que vous allez dire le plus souvent, c'est sumimasen. Sumimasen, ça veut dire pardon, mais dans le sens excusez-moi, je dois passer. Donc j'agis et par exemple, il y a une foule bondée, vous avez besoin d'aller d'un point A à un point B, vous dites sumimasen, gomenne ou gomenna-san dans la forme polie. Ça veut plus dire pardon, mais dans le sens où vous avez commis une erreur. J'ai fait tomber mon verre d'eau, gomenne ou gomenna-san. Donc ne confondez pas les deux parce que vraiment sinon ils risquent de ne pas vous comprendre. De même que si vous dites sumimasen alors que vous avez fait une erreur, ils vont dire mais pourquoi tu t'excuses en mode tu l'as fait volontairement? Je voudrais de l'eau par exemple.
On commence par ce qu'on veut et on dit au kudasai. Je voudrais de l'eau. L'eau, c'est omizu kudasai. Vous ne savez pas manger avec des baguettes. Couteau ou fourchette se dit foko tonaifu. Donc vous dites foko tonaifu au kudasai. Et le serveur vous ramène des couteaux et des fourchettes, s'ils en ont. Généralement, à Tokyo, il y a beaucoup de touristes, ils ont des couteaux fourchettes, mais dans les petits bubuis, ils auront généralement que des baguettes. Et avez-vous, donc là, vous posez la question, wa arimasuka. Donc on dit ce qu'on veut et on dit wa arimasuka. Exemple, Shinjuku, grand magasin de manga. Je cherche les détectives Conan. Donc c'est Meiteten Conan, manga, en japonais. Je demande Meiteten Conan, manga wa arimasuka. Et là, la caissière vient avec moi et me dit, c'est le rayon là. Donc de façon générale, si vous cherchez quelque chose, vous aurez juste à trouver le mot, le vocabulaire. Pour le coup, Google Traduction, si on ne met pas de phrase, mais juste du vocabulaire, il se débrouille assez bien. En connaissant juste ça, vous pouvez déjà demander plusieurs choses. Oui, hi, non, ie. Alors, autant hi, il l'utilise très souvent, ie, le nom, c'est relativement mal poli d'utiliser tout seul parce que, un exemple, si jamais... alors, au Japon, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir vous donner des prospectus, qui vont vouloir faire la pub pour leur part en pleine rue. Si quelqu'un vous propose un prospectus et que vous devez faire un truc, vous ne dites pas « ie ». Vous ne dites pas genre... Parce que ça veut dire non, mais en mode « non, je m'en fiche de toi ». C'est juste le « ie » tout seul, c'est très mal poli. On préférera plutôt dire « pardon » avec « gomenne ». Donc, mais après, les gens voient que vous êtes touriste, les Japonais comprennent, ils sont déjà très contents que vous faites l'effort de parler leur langue, parce qu'encore une fois, ils n'aiment pas trop les Américains, parce qu'eux ne font aucun effort, c'est « mais enfin, je suis Américain, tu te dois de parler ma langue est mondiale ». De même, les alphabets. Alors, l'alphabet japonais, c'est un gros morceau. Pas la peine de tout apprendre avant de partir au Japon, si votre but, c'est juste de vous débrouiller. Sans faire tout un cours de japonais, il y a 3 alphabets, l'hiragana, katakana et le kanji. Hiragana, vous mettez de côté. C'est pour la grammaire essentiellement. Les katakana, ça va être très utile parce que c'est avec ça qu'ils écrivent les mots étrangers ou les mots un peu global de façon générale. Une lettre égale une syllabe. C'est parfait. Au moins les sons, il n'y a qu'une seule façon de les écrire. Ça, c'est une photo que j'ai prise. Donc là, il y a Godzilla. Il était très sympa. Et là, il y a une pancarte. Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire. Eh bien, je cherche les caractères. Ça, je regarde dans mon tableau, c'est K. Ça, c'est La. Ça, c'est O. Et ça, c'est Ke. Karaoke. Eh bien, je sais que c'est un truc pour faire du karaoké. Autre exemple. Vous avez dans un menu écrit ceci. Alors, ça, c'est Ha. Ça, c'est N. Ça, c'est Ba. De façon générale, quand il y a des petits accents, ils sont à droite du tableau. Hanba. Quand il y a un tiré, vous l'ignorez. C'est juste une façon de le prononcer, mais pour vous, c'est pas important. Hanba, et ça, c'est Ga. Hanbaga. Hanbaga. Hamburger. Donc, quand dans un menu, il y a écrit ça, c'est un hamburger. Hamburger. Tous les mots qui viennent de l'étranger, par exemple, vous pouvez trouver café pour le lieu où on sert du café. Donc tous les mots qui viennent de l'anglais, du français ou même de l'italien parfois, sont écrits dans cet alphabet. Pour les mots vraiment typiquement japonais, ils ont un autre alphabet qui s'appelle les kanji, où là c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une lettre égale un mot. Je vous ai fait vraiment l'essentiel de l'essentiel. Ça, c'est l'entrée, ça, c'est la sortie. Très important pour ne pas se gourer de sens. De façon générale, si vous voyez celui-là, ça veut dire interdit. Stop. Donc on sait qu'il ne faut pas y aller. Ça, c'est le kanji qui veut dire la personne, l'être humain. Il est utile parce que si vous voyez un chiffre devant, ça peut vouloir dire soit une personne, par exemple dans un ascenseur, si vous voyez 5 et ce kanji-là, vous savez que vous pouvez rentrer que à 5 dedans. Un autre usage de ça, si vous voyez 1 et comme ça veut aussi dire 1 par personne. Exemple, vous avez un bol avec des bonbons gratuits, vous voyez ça, vous savez que vous pouvez en prendre qu'un seul, 1 par personne. Ah oui, fille, garçon, important pour les toilettes. Donc, si vous savez déjà que cela, vous pouvez au moins survivre. La nourriture. Les combini sont vos amis et ça tombe bien, il y en a partout.
Les combini, c'est ces petits magasins. Donc il y a les trois marques, donc il y a Lawson, 7-Eleven et Family Mart. Il y en a, mais partout. Ils sont les uns en face des autres. C'est des petits magasins, on trouve de tout. On trouve à manger, on trouve de la droguerie, on trouve des nécessaires, on trouve un peu de parapharmacie. Et ça coûte vraiment pas cher. Je vous encourage vraiment à tester les Melon Pan. C'est des espèces de grosses brioches sucrées, très aérées. Qu'est-ce que c'est bon ce truc. On a ceci, c'est du tamago, c'est... Oh. En gros, c'est de l'œuf, c'est du blanc d'œuf sucré, caramélisé façon pomme d'amour. C'est une dinguerie. La charcuterie, c'est spécial. Hein. On sent que c'est pas leur truc la charcuterie. Vous pouvez tester par curiosité. De façon générale, si vous voyez un produit un peu chelou, testez-le parce que ce sera votre seule opportunité. Dans le pire des cas, un petit verre d'eau et le goût sera passé. Tout ce qui est sushi, onigiri, vous pouvez y aller, même si c'est de l'industriel. L'industriel japonais est 1000 fois supérieur que ce qu'on peut trouver en France, même dans des restos. Le premier onigiri que j'ai mangé au Japon, c'était un onigiri 7-Eleven thon mayo. Il est meilleur que n'importe quel onigiri que j'ai mangé dans un resto en France. Et ça coûte vraiment pas cher. Un exemple, ce qu'on faisait avec mon pote, c'est que généralement le midi, on allait acheter dans un combini et le soir dans un resto. Plat, plus dessert, plus boisson, on était à 4 €, voire moins de 4 €. Et quand je dis plat, c'est pas juste un onigiri. C'est 2 onigiri et quelques sushis. Ou 2 onigiri et un sandwich aux œufs. Plus un dessert, donc un melon pan par exemple, plus une petite bouteille d'eau ou un coca ou je ne sais quoi. De façon générale, la nourriture, c'est pas cher au Japon. La nourriture ensuite, dans les snacks, pareil. Les snacks, c'est vraiment pas cher et c'est très très bon. Vous aimez le riz, vous aimez les ramen, vous aimez la viande grillée, le curry japonais, vous pouvez manger très bien avec beaucoup de place. Il n'y a pas besoin de réserver dans les snacks. En plus, généralement, il y a des bornes avec une version en anglais. Donc même pas besoin de commander. Hop, et puis la personne vient vous ramener la commande. En général, plat plus dessert plus boisson, on est à 7 € par repas. 7 € encore une fois pour ça, pour ce que je montre sur les photos. Hein. Donc c'est pas des burgers, c'est pas du McDo, c'est pas du pré-mâché. Hein. Le mec il prépare ça devant vous, voire moins de 7 € si vous éloignez un peu de Tokyo Centre. Et la nourriture pour les restaurants. Hop, non. Voilà. Donc je vous montre un peu ce que j'ai pu manger. Regardez-moi la taille de ce plateau de sushi. Alors il faut savoir qu'on avait mal lu le menu. On a pris un plateau de sushi plus une soupe miso, sauf qu'il y avait une soupe miso d'incluse. Donc on a pris un plateau de sushi, 2 soupes miso, et ça c'est des fèves d'adamame grillées et salées. Qu'est-ce que c'est bon ce truc. Mais de façon générale tout est bon là-bas. Et en face c'est celui de mon pote. Tout ça, j'en ai eu pour 12 €. Tout ça, 12 €. Les ramen là, juste les ramen c'est 5 € dans un restaurant. De façon générale, au resto, on peut s'en sortir pour 10 € en moyenne, plat, plus dessert, plus boisson. Le plus cher que j'ai dû faire, il a dû me revenir à 15 €. C'est parce qu'on avait un peu abusé aussi. N'allez pas dans les coins trop touristiques, parce qu'encore une fois, c'est ceux qui appliquent les prix un peu plus élevés. Les petits bubuis sont quand même bien. Et maintenant, on passe à la partie amusante, les achats. La phrase magique que vous devez retenir au Japon, takusufuri. Votre passeport, c'est une carte de réduction ambulante. En tant qu'étranger, vous n'avez pas à payer la TVA. Vous achetez votre achat, et là où avant il fallait aller dans un guichet particulier, maintenant c'est plus le cas. Maintenant, directement, avant de payer, vous montrez le passeport, vous dites takusufuri, ils prennent votre passeport, ils le scannent et ils retirent les 10%. Donc de façon générale, tout ce que vous voyez au Japon, tous les prix, vous enlevez moins 10%. Seule exception, la nourriture et les produits immédiatement consommables. Et pour tout ce qui est figurines, livres, mangas, goodies, merchandising, moins 10%. Et le gros piège à touristes, alors pourquoi j'ai mis cette photo, c'est pas pour moi avec Godzilla, même si encore une fois il était très sympa, c'est parce que on voit sur le côté une enseigne avec écrit tax free. Vous dites ah bah super, bah là je peux y aller. Bah oui, mais ils le font tous tax free.
Dès que vous voyez tax free sur un magasin, vous êtes assuré que c'est un gros truc touristique. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent leur prix de 10% pour qu'au final, quand ils les enlèvent, ça revient au même prix. Les boutiques, de façon générale, dès qu'il y a des trucs écrits en anglais, c'est que vous n'allez pas payer pas cher. Merci pour cette transition. Les boutiques d'occasion, les bons plans, en effet, donc tout ce qui finit par off, hobby off, house off, hard off, book off, c'est l'équivalent des boutiques de rachat qu'on peut trouver en France. J'ai perdu le nom. Les cash converteurs, voilà. Les cash converteurs. Il faut savoir que l'occasion au Japon, ils sont ultra exigeants sur la qualité qu'on rend. Donc quand vous achetez un truc d'occasion au Japon, c'est la qualité neuve en France. Un exemple, là, le manga est entre 110 et 220 yens. Alors, de mémoire, sachant que 1000 yens, ça fait 6,30 €, on est à un peu moins de 2 € le manga. Alors, il faut lire le japonais, ouais, même si on peut trouver quand même des mangas en anglais, ou même simplement des artbooks et des très beaux livres pour ce prix-là. Pareil pour les figurines, on peut en trouver en boîte, des occasions. La figurine d'occasion, c'est environ 500 yens, c'est dans les 3-4 €. Comme ça, la figurine. Autre très bonne adresse, les vitrines de particuliers. Alors les vitrines de particuliers, c'est un truc qui n'existe pas en France. C'est des lieux, généralement, qui sont dans les étages des boutiques. N'hésitez pas en fait à rentrer dans les immeubles, dans les boutiques qui ne vous intéressent pas, parce qu'en fait, généralement, à l'étage, il y a d'autres boutiques qui n'ont rien à voir. C'est des vitrines qu'on peut louer, et en fait, les gens viennent exposer les produits qu'ils veulent revendre avec leur prix. C'est un peu une sorte de Le Bon Coin physique. Et alors, on trouve de tout. Des figurines, des goodies, évidemment, mais on trouve aussi de l'électronique, des vieux appareils photo, des photos d'époque, des habits, et des trucs improbables. Il y avait un mec, il vendait une boîte de paires de ciseaux. Une boîte avec des paires de ciseaux plus random. Il les vendait 2 €, il y avait genre 200 paires de ciseaux. Voilà. Un exemple, j'ai pu acheter dans une... Alors ça c'est pas la vitrine, c'est ma vitrine. J'ai pu acheter en boîte toute la famille de Space Family au complet. Donc le père, la mère, la fille et le chien. Donc les 3 figurines individuelles, chacune dans leur boîte. J'en ai eu en tout et pour tout pour 15 €. En tout cas, c'est très bien présenté. Merci beaucoup. Donc, ça vaut le coup. Et c'est pour ça qu'encore une fois, Japan Airlines, vous avez 2 bagages gratuits inclus. Vous allez en ramener des choses. Pour un petit budget, encore une fois. Ensuite, les petites boutiques. Pareil, vous rentrez, c'est des tout petits shops, pas très grands. Il y a de tout. Il y en a qui vendent un peu de tout et n'importe quoi. Beaucoup de boutiques d'électronique et de modélisme. Pour ceux qui aiment les maquettes, pour ceux qui aiment les gunpla, pour ceux qui aiment les voitures télécommandées ou bidouilles électroniques, il y a moyen de trouver des super composants pas chers que parfois on ne peut trouver que là-bas. Mandarake, el famoso Mandarake. Il y en a plusieurs. C'est, imaginez cette salle-là multipliée par 4. On trouve des mangas, on trouve des doujins, donc qui est l'équivalent des mangas mais amateurs, des figurines étrangères, des CD, des vinyles, des cosplays, des vêtements, tout. C'est très exigu. Le couloir là, on passe pas à 2. On est comme ça. Et c'est que ça. Faut fouiller, c'est beaucoup des bacs, c'est vraiment très, très brocante, on fouille et on est sûr de pouvoir tomber sur une bonne affaire. Pareil, j'ai pu trouver, alors cette figurine là de Evangelion, avec le fond qui est derrière, je l'ai eu pour 1000 yens, 1000 yens ça fait 6 €. Voilà. Les Animate, donc les Animate, c'est des grands magasins, il y en a 3 à Tokyo de mémoire. C'est surtout du merchandising. Toutes les œuvres les plus populaires, My Hero Academia, Dragon Ball ou les dernières œuvres du moment, vont avoir chacun un immense rayon entièrement dédié. Des figurines, des posters, des tapis de souris, etc. Et donc c'est sur plusieurs étages. Il y a un étage entièrement dédié au manga. C'est gigantesque. Il y a un étage entièrement dédié aux figurines, un autre entièrement aux goodies, et tout le rez-de-chaussée, c'est pour tout ce qui est artbook et livres d'auteur. Les fans de yaoi, vous allez adorer parce qu'il y a un étage entièrement dédié au yaoi. Je te laisserai chercher sur internet. J'ai pas envie de le lire là. Big Camera.
Alors, il y a la chanson qui va vous rester à la tête parce que dès que vous rentrez dans le magasin, il y a le slogan big caméra. Et ça reboucle tout le temps. Donc, voilà. Ouais, très. C'est l'équivalent d'un boulanger ou d'un darty, mais en 1000 fois plus grand. Il y a un très beau rayon jouet. Là, on le voit, par exemple, c'était uniquement la partie dédiée à Nintendo. Avec des bornes d'arcade à laquelle on peut jouer, des gâchapons aussi pour acheter des petites babioles. Il y a l'électronique et il y a vraiment tout. Hein. Ça va de la machine à laver à la PS5, en passant par les ordinateurs. C'est pas très cher. Juste pensez pour tout ce qui est, alors pour tout ce qui se recharge comme les ordinateurs, un adaptateur suffit. Pour tout ce qui fonctionne sur résistance, genre les cuiseurs Harry, un adaptateur ne suffira pas. Il faut que vous achetiez aussi en France un petit boîtier parce que le voltage n'est pas le même entre les deux pays. Oui, une question. Par rapport, si on veut vivre là-bas, Alors, par rapport au passeport alors, soit tu te maries, soit il faut un visa de travail. Donc soit tu trouves un travail au Japon. En vrai, ils aiment beaucoup les gaijins. Alors, si tu veux juste vivre au Japon pour pas cher, ils cherchent des étrangers, ne serait-ce que pour faire traducteur. Parce qu'ils savent qu'on parle au moins une autre langue que le japonais. Donc, en vrai, surtout pendant les saisons touristiques, ils en cherchent plein. Ou même dans les restaurants. Dans les restaurants, comme ils savent pas parler anglais, tous les touristes étrangers, ils vont utiliser un serveur étranger. Donc, c'est pas très compliqué de trouver des petits jobs étudiants. C'est pas des jobs qui payent de foufou, mais ça paye la nourriture, ça paye ton petit hôtel. Donc, en fait, ça paye ton séjour, quoi. Plus les petits achats que tu vas faire sur place. Les gâchapons, il y en a partout. Dans les pharmacies, il y en a. Dans les toilettes, j'en ai vu dans les toilettes de ces trucs-là. Il y a toutes les licences, même des licences qui n'existent pas en France. Alors, il y a du Zelda, il y a du Dragon Ball, il y a du One Piece. Et il y a même... Le concept, c'est aussi des gâchapons what the fuck. Il y a des gâchapons, c'est des chiens dinosaures. C'est genre, vous avez le corps d'un chien et la tête d'un dinosaure. J'ai gagné un corgi T-Rex. Vous avez des chats baguettes de pain. Vous avez des baguettes de pain et avec une tête de chat au bout. À collectionner, il y en a plein de sortes. Et ça coûte dans les 200 yens, donc c'est un peu moins d'1 €. Les plus chers sont à 500 yens, mais c'est les gros gâchapons. 500 yens, ça fait 3 €. Ah, les Don Quichotte, ce petit pingouin bleu, vous allez l'aimer. Dans ce magasin, vous trouvez tout ce qu'il y a de plus inutile. Des bonbons incroyables, des figurines absurdes, des déguisements chelous. Vous allez trouver pour pas cher. Si vous cherchez des idées cadeaux à ramener pour les copains, les copines, la famille, c'est là-dedans que vous allez trouver. J'ai acheté, alors ça c'est génial, c'est des lunettes pour lire. Donc c'est-à-dire que j'ai pas besoin de baisser la tête, il y a un miroir, et en fait je peux voir ce qu'il y a en dessous. Donc je tiens mon livre ici, et la photo fait peur, mais c'est normal, c'est fait pour. On peut acheter des scanners de code barre. Oui, c'est des trucs qu'ils vendent. N'importe qui peut acheter des scanners de code barre. Et alors, ça, je vais pas expliquer ce que c'est. Ceux qui connaissent reconnaîtront. Mais il y a aussi tout un rayon comme ça. Et les boutiques de rétro gaming, évidemment, il y en a plein. Des NES, des Super NES. Vous pouvez acheter une Super NES plus les 2 manettes en état de marche aux alentours de 15-20 €. Les jeux de NES, Super NES, ils vous les balancent en pleine, ou de Super Famicom, ils vous les balancent en pleine tête tellement c'est pas cher. Les plus grosses licences, genre j'ai acheté une première édition de Mario Party sur Nintendo 64, en version japonaise, ça a dû me coûter 10-15 €. Attention pour les Blu-ray et les jeux vidéo. Alors, pour les DVD et les CD de musique, ça sera compatible en France. Pour les Blu-ray, ce n'est pas compatible en France. Il faudra un lecteur Blu-ray japonais ou américain. Mais pour les DVD, c'est bon. Pour les jeux vidéo, alors les jeux rétro, évidemment que ça va fonctionner, si ce n'est l'adaptateur pour la prise. Mais par contre, les jeux modernes, notamment les jeux Switch, peuvent être lockés en fonction de où vous l'activez. En gros, il faut installer une sorte de VPN pour Switch. Mais c'est possible. Sony et Microsoft, je connais pas trop leur politique là-dessus. Mais je sais que pour Nintendo, il faut contourner un peu leur sécurité. Les sorties. Et oui, vous allez visiter des choses. Alors, comme je disais, prévoir à l'avance. Les Japonais ne font jamais les choses à la dernière minute.
ils réservent tout ce qu'ils vont faire. J'ai eu l'occasion de voir, et il faut le voir, le musée des studios Ghibli. Je prononce Ghibli et pas Ghibli parce que les Japonais disent Ghibli. Et oui, alors, c'est un très très beau musée, mais c'est un peu schmilblick de réserver. En fait, il y a un site internet et qui n'est ouvert qu'une fois le premier du mois. Et les achats, c'est uniquement là, parce qu'au bout de 30 minutes, tout est vendu. Donc, en plus, c'est à l'horaire japonais. Donc, moi et mon pote, à 3 h du matin, on était connectés, on était dans la file d'attente, rafraîchir, 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 rafraîchir. Et en plus, comme c'est un serveur situé au Japon, quand on est en Europe, ça lag. Donc, rafraîchir. Rafraîchir. Et on les a eus, on a sauté dessus, on n'a pas regardé la date, on n'a pas regardé l'heure, on a construit tout le reste du séjour autour de ça. De même que j'ai pu prendre des photos qu'à l'extérieur parce que le musée interdit les photos en intérieur. Donc en fait, c'est la seule façon que vous avez l'occasion de voir tout ce qui est à l'intérieur, c'est en y allant, vraiment, et ça vaut le coup. Vous avez l'impression d'être dans le film, et je le conseille même plus que le parc. Le parc, il y a des très beaux décors, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'attraction vraiment. Là où le musée, il y a des très belles expositions, ils ont reproduit le bureau de Miyazaki, c'est magnifique. Un bon plan sorti, gratuit, c'est les temples, les parcs et les temples. Il y en a beaucoup, il n'y a que ça, il y a de toutes les tailles. Autant du temple gigantesque que le petit temple coincé entre un restaurant et une banque. Tout est gratuit évidemment puisque c'est un lieu de culte. Soyez respectueux s'il vous plaît. Vous pouvez prendre des photos des immeubles, mais pas des photos des gens qui prient. Ne soyez pas trop bruyants. De façon générale, au Japon, les Japonais ne sont pas bruyants. On baisse d'une tonalité quand on est au Japon. On est respectueux. On se dit qu'on représente la France. Donc ce serait bien que les Japonais gardent une bonne image de la France. C'est exactement. Mais bon, ils savent pas qu'en fait, nous, la France, on est un peu nuls. Donc essayez de garder le fait que, voilà. Les parcs, il y a beaucoup de parcs qui sont ou gratuits, ou vraiment pas chers, qui sont à genre 200 yens l'entrée. C'est gigantesque. Et ce que je trouve vraiment incroyable, c'est qu'on est en plein cœur de Tokyo. C'est complètement calme. Et il n'y a pas un bruit. Là, c'est un des rares endroits où on voyait des gratte-ciel. C'est là, venez pas me dire qu'on a l'impression qu'on est en plein Tokyo. Et vous pouvez vraiment y passer une demi-journée complète parce qu'il y a le coin un peu historique, il y a le coin un peu Japon traditionnel, jardin japonais, et il y a généralement un grand parc où on peut s'asseoir et pique-niquer. Alors par contre dans le reste du parc on ne peut pas manger, mais dans cet espace-là oui. Si vous avez des chiens, ils sont tolérés en laisse et évidemment vous devez ramasser leur déjection. Et on peut crapahuter, il y a des petits chemins, il y a des petits ponts au-dessus de l'eau, c'est très très beau. Ensuite, tout ce qui est Pokémon Store, Nintendo Store, le café Final Fantasy. Alors les cafés c'est particulier, il faut aussi réserver bien souvent. Pareil pour le Pokémon Café, il faut réserver. Mais tous les magasins, évidemment que non. Le Nintendo Store, il vaut le coup. C'est dans un étage en plein cœur de Tokyo. C'est là où vous allez aussi trouver la boutique Capcom et la boutique Shonen Jump si je ne me trompe pas. Mais la boutique Nintendo, c'est la plus grande, il y a de tout. Il y a les jeux, il y a les consoles, il y a des goodies, il y a des figurines, il y a des choses qu'on peut trouver que là-bas. J'ai pu faire un selfie avec Mario, il est très sympa en vrai. Les Pokémon Store, il y en a au moins 3 à Tokyo, parce qu'on en a vu 3. Ils sont tous les 3 très différents. Il y en a un qui fait vraiment magasin, il y en a un qui fait vraiment parc d'attractions, il y en a un qui fait vraiment musée. Par exemple, on peut prendre un selfie avec Mewtwo. Si vous jouez à Pokémon Go, je sais qu'il y a des events si vous vous y connectez. Même en pleine rue, il y a des choses sympas. Il y a des sculptures en Lego permanentes. Le Disney Store, allez-y vraiment, si vous êtes fan de Disney, les Japonais adorent Disney. Il y a des choses incroyables qu'on peut y trouver. J'ai pu voir Link aussi, très sympa. El Famoso Godzilla, qui est en plein cœur de Tokyo, juste au-dessus des immeubles. Le Gundam, il faut savoir qu'il s'active à heure fixe et il fait un petit show son et lumière et il bouge un peu. Donc, je me souviens plus, c'est celui-là ou à un moment donné il passe quelques épisodes
Non, alors ça c'est dans l'autre, plus dans le sud de Tokyo, et où là, il est un peu plus imposant et il marche. Mais par contre, si vous voulez aller voir, allez-y parce qu'ils vont bientôt le démonter. Il faut savoir qu'au Japon, il y a beaucoup d'expositions éphémères, mais il va être remplacé par quelque chose de tout aussi fou. L'horloge des studios Ghibli, elle est pas loin du Gundam géant. Pareil, elle s'active à heure fixe et là, elle fait vraiment tout un spectacle. Il y a des automates qui sortent, qui dansent, qui jouent des instruments. Là, c'était de nouveau dans le Pokémon Center, qui faisait un peu plus musée. Il y avait des très belles sculptures avec lesquelles on pouvait se prendre en photo. Ah oui, alors ça, c'est le Fujigoromo. Alors, c'est très incroyable. Vous rentrez dedans, c'est une sorte de marché couvert. On peut acheter des kimonos, les vrais kimonos, pas les espèces de contrefaçons qu'on peut trouver dans les parcs, dans les trucs touristiques. C'est le vrai tissu, donc c'est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver ailleurs. Des katanas. Vérifiez juste avec l'aéroport, parce que je sais que c'est un peu schmilblick d'enregistrer ça, mais vous pouvez acheter des vrais katanas. Il y a des boutiques souvenirs, il y a des restaurants, et ne serait-ce que pour regarder, vous vous y engouffrez, c'est magique. Il y a aussi beaucoup de boutiques de vêtements, de parfumerie, qui font des events spéciaux en fonction des animés. Là, on avait une boutique de vêtements de luxe qui avait un partenariat pendant quelques semaines avec Evangelion. Donc on peut trouver des vêtements, mais des beaux vêtements, pas juste des t-shirts avec l'image d'Evangelion. On peut trouver des très très beaux gilets aux couleurs de notre animé préféré, juste en allant dans une boutique de vêtements la plus random qui soit, parce que l'animé c'est vraiment quelque chose qui permet de faire des partenariats là-bas. Alors il y a aussi une boutique qui est trop géniale, je l'ai mis juste ici, alors ça s'appelle, un petit instant, Mokuankama. Ils font alors d'authentiques tapisseries japonaises, comme ils le faisaient à l'époque, donc ils font le même procédé, mais avec de la pop culture. Donc par exemple, on a une revisite façon Japon traditionnel des Tortues Ninja. Ça, c'est Mario Kart. Attends, oui. C'est midi, c'est l'heure de l'apéro. Apéro tisane. C'est l'apéro, mesdames et messieurs. Donc voilà, donc on a les Tortues Ninja, on a Star Fox également, on a Mario Kart. Vous pouvez rentrer à la boutique, alors c'est un peu cher, mais parce que c'est traditionnel et c'est vraiment fait à la main. Et c'est une des boutiques où même si on veut rien acheter, ça fait vraiment musée en plein cœur de Tokyo. Donc même si on n'a pas le budget, c'est un très bel endroit à voir et c'est gratuit. Le musée du katana, également en plein cœur de Tokyo. C'est pas cher l'entrée de mémoire, c'est à 500 yens, donc ça fait 3 €, 3,10 €. Vous pouvez voir d'authentiques sabres d'époque. Vous pouvez même en porter un. Il y a un sabre pour se rendre compte du poids que c'est, qui est attaché à une chaîne, juste pour qu'on voie qu'est-ce que ça fait de porter un vrai katana d'époque. C'est quelque chose, hein. Les mecs, ils avaient de la force à l'époque. Hein. Le palais impérial et le jardin impérial, il est gratuit. Si jamais vous pouvez voir sur internet, oui, ticket pour le palais impérial, c'est de l'arnaque. C'est gratuit. Seul, et même pas besoin de réserver techniquement, on ne peut pas réserver. Il faut juste être là un peu en avance, parce qu'ils font venir par jour uniquement un certain nombre de personnes. Donc il faut faire la queue, être là un peu en avance. Ayez votre passeport toujours sur vous, ne serait-ce que pour le tax-free. Et parce que, comme c'est l'endroit où habite l'empereur, ils sont un peu regardants sur qui il rentre. Donc vous avez le droit, mais il faut juste montrer patte blanche. Faites attention, allez aux toilettes avant, parce qu'on vous prévient, il n'y a pas de toilette à l'intérieur et on ne peut pas arrêter la visite pour des raisons de sécurité. Et se tenir à carreau, parce que là, c'est pas l'armée classique, c'est l'armée impériale, les gars. Donc c'est pas les mêmes lois. Et là, le consulat, c'est un peu plus schmilblick. Hein. Mais le jardin, les temples, et aussi, vous avez des visites guidées dans toutes les langues, dont le français, qui sont gratuites. Alors, la tour de la préfecture de Tokyo, c'est l'une des plus grandes tours, des plus hautes tours de Tokyo, et elle est gratuite. Vous pouvez rentrer, monter au dernier étage, vous avez une vue qui surplombe toute la mégalopole, là où d'autres tours font payer ça assez cher. Et en plus, à l'intérieur, il y a des petites boutiques souvenirs, il y a un petit café, et il y a un piano à disposition. Généralement, il y a plein de Japonais qui adorent y jouer. Faut pas avoir le vertige. Ah, ça, c'est mon ami qui a eu cette très bonne idée. Un petit truc sympa, si vous aimez les animés, et un truc gratuit, c'est d'aller visiter les lieux qui ont servi de référence pour les animés. Pour tous ceux qui ont vu Your Name, ça, c'est le fameux escalier de fin. Pour ceux qui ont vu Suzume, ça, c'est la gare
de laquelle sort le monstre géant à la fin. Ça, de mémoire, c'est dans Your Name aussi, la scène avec le vélo. Donc, vous trouvez plein de sites, si vous êtes fan, notamment il y a Death Note aussi qui a réutilisé à l'identique certaines rues de Tokyo plan par plan. Où habitait elle lors de la... Tu peux le voir. Et il y a plein de sites qui regroupent ça, et c'est vraiment très intéressant. J'aimerais bien, sauf que moi j'arrive pas à le trouver sur Alors, tu as des sites qui les répertorient parce que généralement ils portent des noms un peu chelous. Pareil, on a été mangé dans le McDo de Tenkinoko, les enfants du temps. Et on s'est pris en photo avec, et c'est à l'identique. Les salles d'arcade sont incroyables. Ne prenez pas de photos dans les salles d'arcade, s'il vous plaît. Enfin, de photos des gens, c'est très mal poli. Là, j'ai pris une photo, c'était une bande d'arcade multi Mario Kart. Donc on joue à plusieurs. Ça coûte globalement pas cher, c'est 500 yens la partie. Vous avez des bandes d'arcade incroyables. Vous avez... Déjà, il y a des salles d'arcade partout au Japon. Initial D, vous savez, le fameux Déjà Vu. Il y a une borne d'arcade, c'est une vraie voiture. Une vraie voiture qu'ils ont montée sur vérin. On monte à deux dedans, on pilote et la voiture, elle bouge. Et le truc est projeté devant nous. Et on est vraiment secoué. Et il n'y en a pas une des voitures, il y en a 4 et on fait la course ensemble. Il y a aussi des... Alors, si vous êtes bon, si vous avez du bon skill, il y a des bandes d'arcade où en fait on paye et tant qu'on gagne, on continue. Donc vous pouvez rester 4 heures en ayant déposé juste 500 yens si vous êtes bon. Il y a des jeux de tir, il y a beaucoup de jeux de rythme, ils adorent ça, de la danse où il faut taper. Il y a des jeux what the fuck, il y a un jeu où il faut retourner une table parce qu'on est énervé. Il y a un jeu, il faut donner un coup de poing dans une saucisse, je dis que ça. Voilà. Et alors un truc aussi, si vous aimez les salles d'arcade, il y a tout un coin, pareil, c'est pas très loin de là où il y a le Gundam. On le trouve facilement sur internet. C'est une reconstitution des salles d'arcade du Japon dans les années 60-70. Donc déjà, il y a des reproductions des vieux salons japonais, il y a des petites télés qui montrent des documentaires, il y a des boutiques. Donc c'est gigantesque, hein, c'est tout un étage d'un immeuble. Et il y a d'authentiques bandes d'arcade d'époque auxquelles on peut jouer pour pas cher. Donc j'ai pu jouer à une des premières bandes d'arcade sur laquelle on pouvait jouer à Mario Bros. Pas Super Mario Bros, Mario Bros, celui d'avant. Des bandes d'arcade mécaniques, un peu des équivalents de flippers de l'époque, les ancêtres des pachinko, donc des trucs avec des grosses boules qui rentrent dans des trous, mais c'est pas des pachinko. Des petits jeux sympas où on peut gagner des peluches un peu façon fête foraine, mais en l'intérieur. Ça veut dire que vous pouvez prendre des photos. Quand c'est rouge et que c'est barré, évidemment, vous ne pouvez pas. Et de façon générale, la règle au Japon, c'est si on voit ça, c'est qu'on peut. Et de base, vaut mieux considérer qu'on peut pas et on demande. C'est vraiment, c'est encore une fois, c'est une question de politesse. Alors, il y a des quartiers un peu plus typiques de Tokyo. Alors, allez-y, encore une fois, il n'y a aucune criminalité au Japon, vous ne risquez rien. C'est juste que vous risquez de voir écrit en anglais « no gaijin ». Donc ça veut dire « pas d'étrangers ». Ils sont pas racistes, les Japonais. C'est juste que, dans leur culture, ils ne connaissent pas nos codes, donc ils ont peur de ne pas être capables de correctement nous accueillir. Donc, si vous voyez un truc « pas d'étrangers », vous ne dites pas « oh là là, c'est un coupe-gorge ». Non. C'est une aventure à vivre que d'aller là-bas. Bon alors par contre, là pour de vrai qu'ils pètent pas un mot d'anglais et qu'ils ont un accent japonais très hardcore à comprendre. Mais globalement, ils sont sympas et comme j'ai dit, si vous voyez que vous êtes français, ils vont bien vous aimer. Ils vont vous chanter aux Champs-Élysées de Joe Dassin parce qu'ils adorent cette chanson. C'est une petite anecdote là-dessus. On n'est même pas techniquement arrivé au Japon puisqu'on sort à peine de l'avion. On doit passer le portique et montrer nos passeports. Il y a le garde de sécurité, je donne mon passeport. Il voit et fait « Oh, Furansuka !» Donc c'est-à-dire « Vous êtes français ?» Et je lui réponds « Hi !» Et il commence à me débiter un truc en japonais que je ne comprends pas. Il fait « Oh, bonjour, watashi no goda, oh, souhait, oh, Champs-Élysées, tout va ça !» J'étais comme ça, je fais « Hi !» Et il m'a rendu mon passeport. Donc le mec, il m'a fait une petite impro de Joe Dassin, juste parce qu'il a vu que j'étais français. Et Edith Piaf. Et d'ailleurs, quand on parle de chansons, les karaokés. Alors, tout le monde a envie de tester l'expérience des karaokés. C'est incroyable. Mais les karaokés, c'est pas très touristique. C'est surtout fait pour les Japonais. Ce qui fait que le texte, quand il défile, eh ben, il est écrit en japonais. Donc, à moins que vous sachiez très bien lire les hiragana et les katakana,
Mais quand je dis très bien lire, c'est vraiment à la vitesse d'un karaoké. Vous n'allez pouvoir chanter que aux chansons étrangères. Donc globalement, les chansons américaines, ils en ont des pas mal, surtout les bankable. Les chansons françaises, Edith Piaf, Jodassin. C'est tout. C'est pour eux, on a 2 chanteurs. Donc si vous voulez chanter vos meilleures chansons d'animé au karaoké, c'est possible, mais il faut les connaître par cœur, ou alors il faut lire le japonais. Bon. Moi et mon pote qui connaissons globalement l'alphabet japonais, ça a été, mais il ne faut pas que la chanson elle ait un rythme trop grand. Rien n'est ouvert avant 10 h, sauf les combini. Donc, de façon générale, le matin, ça sert à rien de rusher. Vous vous réveillez tranquillement, vous passez au combini acheter votre petit-déj pour pas cher. Et toutes les vraies boutiques de figurines, de manga, etc., ou même les trucs un peu what the fuck, c'est à partir de 10 h. Et globalement, ça ferme à 23 h, mis à part quelques exceptions. Les restaurants ferment globalement tôt, peut-être vers 21 h. Donc, si vous voulez manger tard, on serait plus sur du combini. Alors attention au rabattage. Alors pareil, là j'ai demandé l'autorisation pour les prendre en photo, c'est pour ça qu'il me fait un petit coucou. Vous allez voir partout des gens avec des pancartes et des flyers. C'est des rabatteurs pour les bars, les restos. C'est des gros pièges à touristes. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire ça c'est gratuit, ça c'est gratuit, ça c'est gratuit. Vous avez un plateau monumental et à la fin, sur l'addition c'est pas gratuit. Et après, ils font un peu la mauvaise langue en disant « Mais si, je t'avais dit que c'était payant, mais c'est juste que tu parles pas très bien japonais, donc tu l'as pas compris. » Et généralement, quand il y a la police qui vient, c'est un peu chelou. Donc, les restos qui ont besoin de mettre des rabatteurs, faites pas attention à eux. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que la nuit, en plein Tokyo, vous avez donc du coup tous les rabatteurs, et juste au-dessus, les haut-parleurs de la préfecture de Tokyo qui disent « Surtout, ne faites pas confiance aux rabatteurs » en anglais. Et « Do not trust them. It is trap for tourists. » Donc c'est très marrant de voir un haut-parleur dire attention, n'ayez pas, et juste en dessous le mec qui essaie de faire sa pub. Alors à ne pas confondre avec les gens qui font leur pub pour tout ce qui est, vous allez avoir beaucoup de groupes d'idoles japonaises ou de boys bands japonais un peu underground qui eux font leur pub, mais généralement ils ont un micro, un machin et ils vendent leur CD. Là eux ils sont sympas. Préparez-vous à être interviewé. Il y a très peu de touristes au Japon, même dans la capitale. En vrai, on croisait essentiellement des Espagnols, et quelques Espagnols, et peut-être 1 ou 2 anglophones. Bon, après, on y a été en octobre, parce que justement, on ne voulait pas aller dans la grande saison, surtout que la météo était mieux. Donc c'était globalement vide. On n'a jamais vraiment eu à faire la queue, mais ce qui fait que au Japon, ils adorent les réseaux sociaux, surtout TikTok. Il y a une vraie communauté TikTok au Japon. Et au moins 3-4 fois, alors qu'on se promenait en pleine rue, il y avait des gens, mais avec tout le setup. Hein. Ils avaient le trépied, ils avaient les lumières, le micro. Et en mode, bonjour, en fait, on est des artistes TikTok, tu viens d'où? Est-ce qu'on peut t'interviewer? Et alors, ils nous posent des questions. Alors, comme ça, tu viens d'où? T'es en France? Ah, la France, c'est la baguette de pain, c'est la Tour Eiffel, c'est machin. Depuis quand t'es au Japon? Qu'est-ce que t'as visité pour l'instant? Pour faire du contenu TikTok. Donc c'est tout, ça prend pas de temps parce que justement ils sont très polis, ils savent qu'on a autre chose à faire, ça prend entre 5 et 10 minutes, c'est sympa, et vous vous dites que vous apparaissez sur le TikTok, un japonais, que vous ne connaissez pas. Alors, c'est bien si vous parlez le japonais, généralement si vous parlez anglais, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont mettre une appli de traduction sur leur téléphone, ils vont vous taper les questions, vous répondez en anglais, et après ils disent on mettra les sous-titres sur notre TikTok. Et si vous arrivez au moins baragouiner quelques mots de japonais, ils seront super contents de mettre ça dans leur vidéo. Même si vous vous trompez. C'est que j'ai fait une très grosse faute de grammaire qui leur a fait éclater de rire. Et j'ai dit, bon, bah écoute, tant mieux si ça te plaît. Et concrètement, c'était quoi mon budget à la fin de tout ça? 3 semaines avec un hôtel, un vol direct, beaucoup de goodies. Un budget de nourriture quand même assez important, même si globalement on n'a pas mangé pour cher. 5 000 €. 5 000 € avec le budget plaisir. Budget plaisir, c'est ça. Ça, c'est la table de mon salon. Ça, c'est des cabas. Et on voit pas en dessous, mais il y a encore d'autres trucs sur la table de mon salon. En gros, juste le plaisir, vous pouvez enlever 1 000 €.
Et globalement, sachant comme j'ai dit que pour l'hôtel, on a peut-être vu les un peu trop grands, après recalcul, 3 semaines dans des bonnes conditions, donc dans un hôtel, avec un vol direct, en se faisant plaisir, en allant dans les restaurants, on est sur du 3500 €. Et là, c'est la vie de Pacha. Vous pouvez mégoter sur des trucs, vous pouvez vous dire, je ne fais qu'un restaurant, et le reste, ça va être du combiné, du snack. Bon, la nourriture, c'est pas là où vous allez économiser le plus, mais vous pouvez vous dire, je ne fais que des sorties gratuites. Les musées payants, les machins, je les fais pas. Juste en gratuit, il y a de quoi voir des trucs de fou. Le budget plaisir, pareil, vous le rabotez un peu, vous vous dites, bon, je vais pas ramener autant que ça, je vais ramener genre 2 figurines, un jeu rétro, 3-4 peluches et 2 goodies. En vrai, je pense qu'il y a moyen de baisser jusqu'à 2005. Là où il faut pas mégoter, c'est vraiment le vol et l'hébergement, dans le sens où vous pouvez trouver un petit hôtel, mais ce qui compte, c'est qu'il soit bien situé. Domo arigatou gozaimasu pour votre écoute. C'était l'Antre Ota Quiz. Je suis prof. J'espère que cette conférence vous a plu et qu'elle vous aidera à préparer comme il se doit votre futur voyage au Japon. Je vous remercie. Et voilà. Ça va? Ouais, tiens, je t'emmène une bouteille d'eau. Je vais l'enlever, là, je m'étais en train de faire Chose que j'ai pas dit, évidemment, si vous avez des questions sur le Japon de façon générale, des choses particulières pour préparer son voyage, n'hésitez pas. J'ai fait plusieurs recherches, ou même juste discuter de ce projet-là. Ce sera avec grand plaisir.